j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un sujet qui me tient fort à cœur, la grossesse et le postpartum. Quand on pense à grossesse, on entend souvent parler de tous les moments magiques, tous les premiers moments, etc. Mais on glisse sous le tapis tous les côtés un peu plus dérangeants ou qui sortent de ce que les gens ont envie d'entendre à propos de la maternité. Et j'avais envie de continuer à mettre mes pierres à l'édifice par rapport à la déculpabilisation des femmes sur leur nouvelle vie de maman, sur leur future nouvelle vie de maman et sur la maternité tout court. Si je mets autant d'énergie à chaque fois à parler de ce sujet-là, c'est parce que je trouve qu'il est encore trop peu souvent abordé et que c'est quelque chose qui est trop souvent négligé, même si je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail là-dessus. Je sais que par exemple avec ma sage-femme, quand j'ai parlé de ma dépression postpartum, etc. Pour mon premier enfant, du coup d'elle-même elle m'a proposé soit des rendez-vous psy, soit des moments de discussion qui permettent un petit peu d'ouvrir ses ressentis, etc. pour au mieux vivre les choses. Là du coup je suis dans mon 4e mois et ce matin même j'ai eu rendez-vous avec ma sage-femme pour avoir une petite heure de discussion au sujet de ce que j'ai pu ressentir pour ma première grossesse, comment je me sens pour ma deuxième, etc. etc. Et ça fait du bien déjà de pouvoir en parler. Et c'est vrai que j'ai vécu une première grossesse qui a été très compliquée et je sais que je suis loin d'être la seule dans ce cas-là, et parfois même quand on a un conjoint, ça peut être encore pire et encore plus frustrant. Et depuis, j'ai pas arrêté de parler de ce sujet-là quand même s'il m'a fallu du temps. Que ce soit sur ma première chaîne ou maintenant sur celle-ci, c'est quelque chose que j'ai envie d'aborder pour que l'information se fasse suivre, que des personnes dans le besoin puissent tomber sur celle-ci, etc. Bien évidemment, chaque expérience est différente, chaque femme est différente, d'une grossesse à une autre c'est différent, donc ce qu'on peut vivre et ressentir diffère d'une personne à l'autre, d'une grossesse à l'autre, etc. Si je prends l'exemple, j'ai toujours entendu ma mère me dire que ces 4 grossesses, même si du coup on est 5 puisqu'on est 5 filles, étaient les meilleures périodes de sa vie, que le moment où elle était le plus heureuse c'est quand elle était enceinte, etc. C'est pas forcément ce que moi j'ai ressenti. Du coup c'est vrai que parfois tu te demandes si est-ce que je suis normale si je ressens pas ce que par exemple ma mère a pu m'inculquer par rapport à la maternité, par rapport au fait d'être enceinte. Donc j'avais envie de parler des différents tabous qu'il y a pendant la grossesse et des différents tabous qu'il y a dans le postpartum. On va commencer par les différents tabous dans la grossesse. Je pense déjà à un premier sujet, la fatigue extrême et les émotions vraiment ambivalentes. C'est quelque chose qu'on sait, on sait toujours que par exemple au premier trimestre la fatigue est extrême, etc. Mais c'est vrai qu'on n'en mesure pas forcément l'impact. On dit toujours oui ça va, c'est les premiers mois, t'es pas enceinte de beaucoup, ça va, etc. Enfin je l'ai entendu très souvent, alors qu'au final c'est, je pense, le premier trimestre la pire période, sans compter genre vraiment la fin de grossesse. Tout dépend de la période de laquelle t'es enceinte, la chaleur peut venir amplifier les choses. Il y a beaucoup de choses qu'on sait mais dont on ne se rend pas compte réellement de l'impact que ça peut avoir sur la personne. Là je sais que j'ai beaucoup moins bien vécu la fatigue pour ma deuxième grossesse que pour ma première, ce qui est logique puisque ma première en soi j'avais que moi à m'occuper, donc si j'avais envie de dormir je dormais. Là même si j'ai de la chance d'avoir pu quand même pas mal me reposer pendant mon premier trimestre, ça a été quand même beaucoup plus compliqué dans le sens où il y avait encore le rythme de l'école, il y avait mon fils, etc. Mon conjoint est souvent en déplacement, donc c'est vrai que le premier trimestre, la fatigue, je l'ai bien moins bien vécu que à ma première grossesse. En ce qui concerne les émotions, de toute manière de base, personnellement je suis hypersensible, donc c'est déjà un sujet qui est extrêmement compliqué, mais là j'avoue que je le vis peut-être un peu mieux du coup que ma première grossesse pour ce coup-là, dans le sens où je peux quand même en parler et le contexte n'est pas du tout le même puisqu'on est dans un contexte totalement différent. Donc c'est vrai que je vis quand même les choses un peu mieux niveau émotion, même si parfois il m'arrive d'avoir envie de pleurer, de pas savoir où est-ce que je suis, de ce que j'ai envie, d'être un peu, comme on dit, le cul entre deux chaises, de pas vraiment savoir où se positionner, et des fois c'est pas évident non plus. Il y a également les changements corporels qu'on sait, on sait qu'on prend du ventre, que notre corps est plus limité, etc.
Il y a des personnes qui ont facilité entre guillemets à lâcher prise sur le rythme du quotidien, etc. Mais il est vrai que pour d'autres personnes dont je fais partie, le fait de se sentir diminué en capacité physique, que ce soit pour la vie de tous les jours, de monter les escaliers, d'être hyper essoufflé, de mal supporter la chaleur, de se sentir vraiment comme si tu avais un sac de cailloux sur le dos tout le temps, et de pas réussir à faire ce que tu fais d'habitude, ça peut être frustrant. En tout cas pour moi, je fais partie de cette catégorie de personnes là, et donc des fois déjà tu culpabilises de pas pouvoir faire autant que ce que tu faisais avant, et t'as aussi le sentiment de pas te sentir accompli, dans le sens où tu te dis j'arrive pas à faire ça, je suis pas allée au bout de cette to-do là, j'ai pas fait ça comme j'aurais voulu, je ne m'entraîne pas comme je voudrais m'entraîner, etc. Et c'est vrai qu'il y a quand même un travail à faire là-dessus qui n'est pas évident, c'est hyper compliqué, et des personnes le vivent très mal et se sentent pas forcément comprises là-dessus, quoi. On reste toujours du côté physique, on a les baisses et les hausses de libido. C'est quelque chose qu'on parle pas forcément parce que c'est quand même un sujet qui relève quand même de l'intimité. Personnellement, pour ma première grossesse, j'ai pas eu de soucis, dans le sens où j'avais pas de libido tout court, puis de toute façon j'étais toute seule, donc valait mieux quand même. Mais c'est vrai que ça me l'a coupé totalement. Mon cerveau n'avait pas ça à penser, donc j'ai pas eu de soucis là-dessus. Pour ma deuxième grossesse, je dirais qu'elle est comme d'habitude. Il y a des femmes qui sont totalement coupées dès qu'elles tombent enceintes, elles ont zéro libido, à contrario d'autres où ça explose, et où du coup limite t'as peut-être l'impression de plus contrôler les choses, de plus savoir aussi qui t'es, parce que ça peut quand même être un changement un peu brutal, dans le sens où quand t'es pas habitué à avoir certaines envies, tu peux te dire mince, c'est un peu étrange, quoi. Et étant donné que c'est pas un sujet sur lequel on aborde souvent, ça peut être un peu déstabilisant. On a aussi le tabou par rapport aux peurs irrationnelles et aux angoisses. Des peurs qui sont tout simplement décuplées, parce que avec l'augmentation des hormones, on est beaucoup plus sujette à certaines choses, et des traits qu'on développe déjà au quotidien, comme par exemple moi qui suis hypersensible, je suis quelqu'un assez sujette aux angoisses, aux peurs, etc., peur de l'abandon notamment. Il est vrai que quand t'es enceinte et que t'as les hormones qui sont tout là-haut, ça a tendance à être encore plus décuplé, et à notamment suivre dans les rêves, dans le sens où on fait beaucoup de cauchemars, où vraiment on a l'impression de vivre les choses de manière réelle. Et j'en fais quelques-uns, mais j'avais peur que ce soit pire que ça, parce que j'ai quand même vécu une sorte de trauma pour ma première grossesse, et j'avais un petit peu peur au début quand même que tout remonte maintenant que j'avais ma deuxième grossesse. Et heureusement, je le gère assez bien au quotidien, mais ça peut être un point sur lequel c'est important de mettre le doigt. Et ensuite, les plus gros tabous de la grossesse, c'est tout simplement les injonctions sociales. Donc ce qu'on nous dit de faire, ou ce qu'on nous dit qu'on devrait faire, ou ne pas faire, ou ne pas ressentir, ou ressentir, qui est quelque chose qui est d'abord propre à chacun en tant qu'individu avant même la maternité, mais d'autant plus quand on est enceinte et qu'on est bouleversé par beaucoup de choses. J'étais d'ailleurs tombée sur un TikTok d'une femme qui parlait du fait qu'elle ne supportait pas de sentir son bébé bouger dans son ventre, parce qu'elle avait l'impression d'avoir un intrus, que ça la dérangeait, que c'était pas confortable, et quand elle parlait de ça autour d'elle, vraiment elle se sentait seule au monde, parce que souvent c'est des choses qu'on aime bien ressentir. C'est vrai que c'est souvent rassurant de sentir son bébé, mais parfois aussi c'est inconfortable. Ayant eu un très très gros ventre pour ma première grossesse, de rester assise, d'avoir le poids comprimé, je ne pouvais pas respirer comme il fallait, il tapait de partout, je ne pouvais être confortable qu'en situation allongée. Alors autant vous dire que au quotidien c'est pas évident, donc je peux comprendre le fait de ne pas forcément aimer sentir qu'il y a quelque chose en soi, parce que c'est quand même une sensation qui est étrange quand on y pense, même si c'est magnifique. Moi je sais que j'adore sentir quand même mon bébé qui bouge, c'est pour mon côté d'angoissé de la vie, c'est les petits rappels de ok, tout va bien, il est là, il bouge, il est en bonne santé, très bien. Mais c'est pas quelque chose de forcément hyper confortable au quotidien. Et expliquer ça parfois à son entourage,
encore plus quand dans notre entourage il y a des personnes qui ont peut-être du mal à concevoir un enfant, etc. Ça peut être délicat de sortir ce genre de choses. On peut se sentir illégitime de dire tout simplement les côtés négatifs de certains ressentis, dans le peur d'être soi-même jugé, alors qu'on a totalement le droit de ressentir tout ça finalement. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir quelle a été l'injonction sociale qui t'a le plus marqué pendant ta grossesse. Ensuite, on va passer au tabou postpartum. Je pense que ce sont ceux qu'on met le plus sous clé aussi, mine de rien. Et pourtant, c'est une période que j'estime la plus dure, puisqu'il y a énormément de changements, que ce soit en termes de rythme, de manque de sommeil, c'est une nouvelle personne que tu vas rencontrer finalement, que tu ne connais pas, dont tu ne sais rien, tu ne sais pas encore ses besoins, tu ne sais pas encore reconnaître plein de choses, c'est pas forcément inné de savoir tout ce que ton enfant a besoin sur l'instant T tout simplement. Alors oui, rencontrer sa chair et son sang, c'est une des choses les plus merveilleuses, mais c'est pas ce qui résume tout le postpartum, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses au quotidien qui mettent des bâtons dans les roues à tout ça. Et la première chose, le premier tabou qu'il y a, c'est qu'on entend toujours: tu verras, quand tu vas accoucher, tu vas direct ressentir un amour fusionnel, quelque chose de vraiment indescriptible. Et c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, et c'est vrai que j'ai beaucoup vu de témoignages de femmes qui culpabilisaient sur le fait de pas avoir ressenti cet amour profond, ce lien, cette connexion directe avec son bébé, parce qu'on nous vend ça à toutes les sauces, et que quand c'est pas forcément le cas tout de suite, parce qu'on rencontre une nouvelle personne, certes c'est son bébé, on l'a senti grandir, on l'attend, on l'aime déjà, mais il n'en reste que c'est quand même un autre être humain. Donc c'est pas forcément inné, certaines l'ont directement, d'autres ça prend du temps, et ça devrait être considéré de la même manière. Le premier ressenti qu'on a quand on nous pose notre bébé juste après l'accouchement, parfois c'est pas toujours positif. Je suis un peu en dehors de la norme, dans le sens où, puisque j'ai pas eu une première grossesse typique, on va dire, mais moi par exemple, j'ai pas du tout ressenti l'excitation, la joie quand on m'a pas posé mon bébé sur moi. Je l'ai eu dans mes bras, contre ma poitrine, je me suis mis à pleurer en me disant: mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais plus pouvoir le protéger, là il est dans le monde, dans le grand monde, je vais faire comment pour lui de savoir que je pourrais pas, à l'intérieur de soi on peut protéger, personne peut nous prendre, personne peut lui faire du mal. Moi j'ai vraiment pleuré en mode mais c'est pas possible, il faut limite qu'il retourne dedans, je peux pas le laisser là comme ça dans le monde. Autant pour moi j'ai été interrompue. On continue avec un autre tabou, le baby blues, qui dure potentiellement 2 à 3 jours normalement, où parfois les mamans rejettent leur bébé, pas ne s'en occupent plus, mais ont un rejet envers leur enfant de quelque manière que ce soit. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on parle pas forcément. En principe ça dure peu de temps, mais il existe. Et du coup quand ça dure bien plus longtemps, on parle de dépression postpartum, qui peut aller de plusieurs semaines à plusieurs mois, à plusieurs mêmes années. Autre petit point, j'aimerais bien aborder la solitude et la charge mentale, puisqu'on se rend compte souvent quand on accouche que bébé est le plus important, donc soi-même on se met déjà en retrait, on donne tout pour son enfant, et parfois l'entourage a tendance aussi à privilégier les besoins du bébé sans penser forcément aux besoins de la maman. C'est un petit peu finalement comme si la maman devenait invisible. Et la maman a beau se voir et sentir qu'elle est entourée, elle se sent terriblement seule parce que elle n'est pas forcément prise en considération, et ses émotions, puisque après un accouchement, chute d'hormones, etc., c'est pas non plus une période très facile, et c'est vrai que un manque d'accompagnement et tout simplement d'intérêt de l'entourage peut causer des torts à la maman. J'ai vu bon nombre de partages d'expériences de femmes qui, quand on recevait la famille à la maternité, tout le monde se précipitait pour voir le bébé, et pas même une personne lui demandait à la maman comment elle se sentait, comment ça allait, si elle supportait bien la chose. Non, c'était le bébé et rien d'autre. Et je trouve ça
très triste. Moi perso je l'ai pas vécu pour ma première grossesse puisque on était en plein Covid. Donc la seule personne que j'ai vue quand j'étais à la maternité c'est ma mère, puisqu'elle a été là pour mon accouchement et que du coup c'était elle qui venait me relayer un petit peu les après-midi où elle venait avec moi à la maternité, où elle était avec moi à la maternité plutôt. Et c'est vrai que j'ai pas eu d'autres familles qui est venue, donc j'ai pas vécu cette chose-là, et étant donné que aussi j'avais beaucoup besoin de relayer, c'est vrai qu'après, quand ma famille était là, j'étais bien contente qu'ils s'occupent du bébé et que moi je puisse souffler, prendre une douche, faire des trucs autour de moi et d'avoir un peu les mains libres en fait finalement. Mais c'est vrai que ça peut être un peu traumatisant dans le sens où on a l'impression de plus exister, de plus être une personne à part entière à partir du moment où le bébé sort du ventre quoi. Et puis par rapport à la charge mentale, le quotidien change drastiquement, que ce soit en termes de sommeil, en termes de tâches à accomplir, en termes d'obligations, de tout ça. Moi je sais que si je reprends encore mon exemple pour étayer les choses, j'étais du coup, et je suis toujours à mon compte, pour ma première grossesse, j'ai pas eu de congé maternité, donc j'ai été jusqu'au bout. Après avoir accouché, forcément mon rythme de travail a diminué, et du coup une perte financière, mais ce qui fait que tu dois penser à beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Et parfois quand t'es en couple c'est aussi la même chose, dans le sens où le conjoint il n'a pas forcément beaucoup de congés paternité, certains le prennent même pas, que ce soit par choix ou par obligation, parce que forcément je sais pas trop vraiment ce qu'il en est pour le congé pat, puisque j'ai jamais trop eu à me renseigner, et par rapport à mon chéri c'est pas encore tout à fait pareil étant donné qu'il est militaire. C'est un petit peu comme si on chamboulait tout du jour au lendemain et que autour ça s'active pas. On dit souvent que quand t'as un enfant, t'as un village autour de toi, et la société fait que, ça j'en ai déjà parlé, mais le village n'existe plus. Niveau garde, niveau soulagement, niveau aide au quotidien, c'est bien plus minime qu'à l'époque, et c'est pour ça que de plus en plus de mamans se sentent seules et aussi démunies, parce que il n'y a pas le cocon, elles sont face presque seules à toutes les tâches qu'elles doivent faire au quotidien quoi. Et c'est vrai que j'avoue, moi, appréhender d'une certaine manière l'après, parce que je sais qu'il y a plein de choses qui vont changer et que c'est un peu l'inconnu, mine de rien. Parce que y aura le rythme de l'école, parce que je pourrais pas récupérer comme la journée. Enfin, pour ma première grossesse, je vivais à l'envers, je dormais la journée en même temps que mon fils. Quand il dormait pas, je m'activais à faire la maison, etc. Et à bosser un petit peu, et je bossais surtout le soir. Donc je vivais à l'inverse du cadran d'horaire, tout simplement. Là, je ne pourrais pas le faire, puisqu'il faudra le matin se lever tôt pour emmener mon premier fils à l'école. Et c'est vrai que je sais pas du coup comment les choses vont s'articuler, dans le sens où le bébé n'a pas forcément le même rythme du coup que mon fils qui en a 5. Donc j'appréhende un petit peu l'après. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé un petit peu à faire le suivi psy avec la sage-femme, pour tout simplement pas me sentir seule à ce moment-là. Pour repasser un peu sur les tabous côté physique, après la grossesse, quand tu accouches tout simplement, ton ventre est flasque, est mou, est vide, et ça peut être un petit peu traumatisant aussi, dans le sens où tu passes du jour au lendemain à un corps totalement différent. Tu as plus la tonicité que tu pouvais avoir avant, et c'est vraiment là que tu te rends compte de l'état de ton corps, on va dire. Même si les premiers jours et les premières semaines, il y a énormément de changements chaque matin. Enfin, moi je sais que chaque matin je prenais une photo presque, et il y avait du changement entre la veille, et c'était incroyable de voir ça d'ailleurs, parce que tu te dis le corps est vraiment fantastique, à quel point ça peut changer et se métamorphoser en un claquement de doigts. Mais du coup ça peut avoir des impacts négatifs. Il y en a qui vivent très mal le fait de plus sentir leur bébé à l'intérieur, de vraiment se sentir vide. Moi je sais que mon ventre était tellement gros et tellement lourd pour ma première grossesse que quand il est sorti, alors j'ai eu beaucoup de mal avec mon ventre, dans le sens où j'avais du mal à par exemple me laver pendant plusieurs semaines le ventre, parce que je sais pas, la texture, le fait qu'il soit
vide me dérangeait, mais par contre j'étais quand même contente que mon bébé soit à côté parce que vraiment au quotidien c'était très lourd à porter quoi. Et donc par rapport à tout ça, on a la chute des hormones, les émotions qui sont toutes rebelotes valdinguées, on a tout ce qui est chute de cheveux, on a les lochis, on a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, qui font beaucoup et qui du coup sont compliquées à gérer mine de rien et qui je pense doivent être mises en lumière parce que c'est une période qui est très loin d'être évidente. Et d'ailleurs en parlant de lochis, de tout ça, on a tout ce qui est fuite urinaire. J'ai encore le réflexe 5 ans après de croiser les jambes quand je tousse ou quand j'éternue, malgré ma rééducation du périnée et abdominale puisque j'ai eu un diastasis. C'est un inconfort, tu peux avoir peur dès que... voilà, moi je sais que je suis quelqu'un qui du coup fait beaucoup de sport. J'ai dû refaire des exercices de rééducation du périnée, je dirais... peut-être aux 3 ans de mon fils, parce que ma rééducation du périnée n'a pas entre guillemets suffi par rapport à ma pratique sportive et que mon périnée était plus assez tonique. Donc déjà je conseille toujours de faire sa rééducation du périnée, même si maintenant c'est quasiment pas obligatoire, mais c'est toujours poussé à le faire. Je sais que par exemple ma mère n'a pas sa rééducation du périnée, je crois qu'elle l'a fait pour moi et mes 4 autres sœurs après, et c'est vrai que ça peut provoquer beaucoup de problèmes par la suite. Il y a beaucoup d'opérations, de bandelettes pour retenir les organes, pour éviter les fuites urinaires. Enfin, c'est des choses qui sont... Sur l'instant T, tu te dis, bon, bah oui, c'est des inconforts, mais sur le long terme, ça peut vraiment causer des problèmes dans le quotidien. Et c'est aussi important d'en parler pour faire de la prévention tout simplement. Et ensuite pour rejoindre les un peu tabous de la grossesse, là en postpartum, le tabou par rapport à la sexualité, par rapport aux douleurs, aux blocages, aux peurs, aussi à la fatigue, etc. On a un bouleversement sur ce niveau-là et j'ai été outrée de voir certains témoignages sur TikTok parce que c'est souvent là-dessus que je vois ce genre de choses, de maris qui faisaient la gueule, faisaient culpabiliser leur femme parce que genre, je sais pas moi, 2 semaines après leur accouchement, elles voulaient toujours pas avoir de rapport ou qu'elles ne pouvaient pas en avoir, sachant que déjà t'as de la chance quand t'accouches normalement et que tu t'es pas fait tout déchirer. Alors en plus si ça s'est vraiment pas bien passé, c'est quand même hard, ça peut prendre plus de temps chez certaines, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a besoin aussi d'être mis en lumière pour éviter cette pression de ce côté-là, parce que tous les corps sont différents et toutes les récupérations sont différentes. On ne sait pas à quoi on va avoir affaire de ce niveau-là. Perso, c'est vrai que moi j'ai pas eu à vivre ça pour ma première grossesse puisque quand j'ai accouché tout ça j'avais personne, donc c'est vrai que moi j'ai eu le temps de bien me remettre avant que ce côté-là reparte, on va dire. Mais pour celles qui l'ont vécu, là je sais pas non plus comment ça va se passer du coup vu que je suis pas toute seule, mais je sais que mon conjoint est hyper compréhensif, hyper à l'écoute, etc. Donc je sais que là-dessus je me fais pas de problème, je me fais pas de soucis par rapport à ça quoi. Et c'est déjà quelque chose qui soulage parce que tu te dis combien de mecs ont trompé leur nana quand elle était enceinte et après qu'elles aient accouché. J'ai déjà eu le cas avec des gens que je connaissais quand j'étais beaucoup plus jeune. Franchement je trouve ça traumatisant. C'est aberrant, je rigole mais c'est vraiment un truc qui me désespère et il y en a tellement qui sont comme ça. Que voilà. Donc voilà pour finir cette petite vidéo là, c'est vraiment une vidéo pour un peu encourager à libérer la parole, libérer la culpabilité des femmes, de se sentir peut-être plus comprises, moins seule, comme j'ai pu me sentir passer un temps, pour éviter justement l'isolement des femmes qui pensent ne pas être normales, qui pensent ne pas devoir ressentir certaines choses, qui pensent mal faire, parce que il y a aussi le club des mamans parfaites qui sait tout mieux que tout le monde, qu'il faut mettre bien de côté et voilà, chacun a sa vie, chacun a ses impératifs, chacun a ses complications et obligations par jour et jamais personne ne pourra vraiment comparer 2 situations de maternité, de grossesse, de après, c'est impossible. Et que le petit conseil de la fin, c'est vraiment au premier signe, même parfois avant, de commencer à consulter pour soit prévenir, soit pour guérir tout ça. Parce que ne l'ayant pas fait pour ma première grossesse, et j'en ai parlé bien des fois, c'est quelque chose que je regrette de pas m'être mis aussi en priorité là-dessus, parce que le bien-être de la maman agira sur le bien-être du bébé. C'est une chose qu'on pense fausse et que en disant c'est pas grave, je vais pas bien mais je donne tout pour mon enfant, etc. On sent, les enfants sentent les émotions.
sentent les ondes des parents, sentent le mal-être de leurs parents. Si la maman ne va pas bien, ça se répercute sur l'enfant d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai que ce soit pour notre enfant justement et pour nous-mêmes, mieux les deux vont, mieux c'est. Et la maman n'a pas à se mettre de côté parce qu'elle est devenue maman. Elle est une personne à part entière, elle mérite d'être une personne à part entière. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur de mettre sur le devant et de rappeler. En tout cas, je serais ravie d'avoir vos témoignages de vos expériences, de comment vous avez vécu vos grossesses, si vous en avez plusieurs, si vous en avez une seule, si elles ont été différentes l'une de l'autre, etc. Parce que ça permet aussi de, entre nous, pouvoir échanger par rapport à ça. Et puis de toute manière, j'en parlerai sûrement au fil du temps, que ce soit là par rapport à ma deuxième grossesse, tout au petit à petit, et de documenter entre guillemets un petit peu ça, d'être un peu plus présente par rapport à ça, de moins cacher aussi la réalité des choses, parce que c'est quelque chose que j'ai fait pour ma première grossesse, mais ce qui du coup m'a isolée un petit peu plus, étant donné que je n'ai pas voulu montrer les revers de tout ça, parce que par peur du jugement, je dirais par fatigue aussi, puisque j'arrivais pas à me concentrer et à penser à ça. Mais c'est vrai que là ce serait un peu différent, donc c'est aussi une opportunité de pouvoir le faire. Je ne sais pas encore comment et quand et à quel rythme, etc. Mais en tout cas, le sujet sera réabordé. Et du coup, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!